Bienvenue amis téléspectateurs, vous êtes à l'émission e-Pétrole. e-Pétrole est votre nouvel espace d'échange et d'informations sur les hydrocarbures en Côte d'Ivoire et dans le monde. e-Pétrole vous rapprochera chaque semaine du pétrole et de ses dérivés. Pour conduire cette émission, je serai avec Olga Bomisso. Merci Diane. Comment vas-tu Olga? Bien. Pour le thème du jour, nous aborderons le transport des produits pétroliers. Comme vous avez pu le remarquer, on rencontre sur les routes des camions transportant du gaz butane ou du carburant. Quels sont les risques liés à la circulation de ces camions? Y a-t-il une réglementation régissant le transport des produits pétroliers? Justement, pour répondre à ces préoccupations, nous recevons pour ce premier numéro de e-Pétrole M. Obrou, expert consultant. Alors, M. Obrou, en quoi les produits pétroliers sont-ils dangereux? Avant de répondre à cette question de la dangerosité des produits pétroliers, je souhaiterais donner une définition concernant les produits dangereux. Les marchandises dangereuses sont des marchandises qui, au travers des propriétés physiques et chimiques qu'elles présentent, peuvent être dangereuses au travers de contact avec l'eau ou l'air, présentent des risques pour l'homme, l'environnement, d'autres matériaux et d'autres marchandises. Ceci étant, pour répondre à votre question, les produits pétroliers sont dangereux au travers des risques qu'ils présentent, à savoir le risque premier qui est celui de l'inflammabilité et le second qui est celui de l'explosivité. Quels sont les modes de transport de produits pétroliers en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs modes de transport au niveau international. Et je crois que la Côte d'Ivoire s'insère dans ces modes de transport. Il y a le transport par la voie routière qui est réglementé par l'ADR au niveau international, pour ne pas dire au niveau européen. L'ADR qui veut simplement dire l'accord européen pour le transport des marchandises dangereuses par la route. Il y a le transport ferroviaire qui lui est réglementé par le RID, qui est le règlement pour le transport international ferroviaire. Il y a le transport maritime qui est réglementé par l'IMDG, c'est en anglais, qui veut dire International Maritime Dangerous Goods Code, qui est le code pour le transport des marchandises dangereuses par la mer. Il y a le transport aérien qui est réglementé par l'IATA, lui également qui est en anglais, qui veut dire International Association Transport. Mais en ville, on remarque des gens qui transportent des produits pétroliers tels que le gaz sur la tête, dans des brouettes. Existe-t-il une réglementation en matière de transport de produits pétroliers? Il y a une réglementation, certainement, en Côte d'Ivoire. Il doit y avoir des décrets, je suis convaincu. Cependant, l'applicabilité de tout cela pose des problèmes si on continue de voir les gens avec des brouettes et avec des bouteilles de gaz sur la tête. Et ce qu'il faut donc faire, c'est de se poser la question si toutes ces personnes impliquées dans la chaîne logistique de la distribution de ces produits dangereux ont une formation adéquate. Quelles sont les dispositions qui sont prises véritablement puisqu'on n'a pas la preuve de l'applicabilité des décrets qui existent? Vous l'avez dit certainement. À ma connaissance et au travers de ce que je vois en Côte d'Ivoire, les dispositions prises sont assez légères. Assez légères en ce sens que on voit des camions qui transportent des marchandises dangereuses et dont on ne sait pas le type de marchandises transportées. Par manque de signalisation, par manque de plaques sur ces camions. Donc vraisemblablement, il y a un problème au niveau des dispositions. Quels sont les horaires de transport des camions de produits pétroliers en Côte d'Ivoire, M. Obrou? Au niveau des horaires de transport des produits dangereux en Côte d'Ivoire, je crois savoir que les camions n'ont pas le droit de circuler aux heures de pointe. Ceci étant, les marchandises dangereuses concernant les horaires en Europe sont réglementées de façon rigoureuse. Je peux vous donner l'exemple de l'Allemagne où à partir du vendredi midi jusqu'à lundi à 8 h du matin, aucune marchandise dangereuse, aucun transport de marchandises dangereuses n'est autorisé, sauf les gaz médicaux et pour les hôpitaux.
Parlons de stationnement de camions de gaz butane. On remarque très souvent dans les rues des camions de gaz butane qui stationnent. Est-ce que c'est réglementaire, ce stationnement? Le stationnement est tout aussi réglementé que le transport. Parce que le stationnement fait partie du transport dans tous les cas. Et il y a des distances à respecter en fonction de la population dans l'agglomération dans laquelle on circule. Et on remarque ici, et là vous parlez du gaz butane, mais il y a plusieurs types de produits qui stationnent et qui font des dépotages à des heures de pointe où la population, vraiment, j'ai envie de dire, en cas de souci, c'est toute la population qui y passe. Et donc, les stationnements doivent respecter forcément la réglementation qui est donc dite par le transport des marchandises dangereuses. Nous savons qu'il pèse, disons, sur ces acteurs-là une obligation de formation. Est-ce que cette obligation est respectée? Au travers de ce que nous voyons, je ne suis pas sûr que cette obligation soit respectée. D'autant plus que si elle était respectée, on n'aurait pas vu des camions circuler sans marquage et des chauffeurs qui n'aient aucun document sur les produits transportés, etc., etc. Ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais il y a une obligation de formation, et c'est un constat que je fais concernant tous les acteurs dans la chaîne de distribution et de transport des marchandises dangereuses. Les marchandises dangereuses sont tellement dangereuses que la formation se passe souvent par des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Pour tous ceux qui ont suivi ce genre de formation, vous allez constater qu'on les forme au travers de couleurs. Donc on parle de panneaux orange, on parle de ceci. Je crois que l'analphabétisme de nos chauffeurs que nous avons, on peut adapter et leur donner des notions afin que les chauffeurs prennent conscience de ce qu'ils transportent. C'est tout ce que nous demandons. Merci M. Obrou d'être venu sur notre plateau. Nous retenons de l'intervention de M. Obrou que les acteurs du transport de produits pétroliers ont besoin de véritables formations. Tout de suite, nous vous invitons dans un centre emplisseur pour voir comment les camions sont contrôlés avant de charger les bouteilles de gaz. Pour aller sur le site emplisseur, c'est-à-dire le dépôt où on charge les bouteilles, le matin, lorsque les chauffeurs arrivent, chacun démarre son camion et vient et gare à la porte. Et les vigiles ont une radio. Et cette radio sert de liaison entre le dépôt, le centre emplisseur et le dépôt des parkings. Faites venir le camion 8916 et le 3965. Marche arrière. Et stop. Le gaz est un produit très dangereux. Les pneus doivent être toujours en bon état. Donc on procède au contrôle des pneus. De façon générale, on regarde l'aspect même du camion. Maintenant, ensuite, on essaie de voir sur le camion si le chauffeur a les extincteurs. Le chauffeur a suivi son contrôle périodique. Donc, ça présente les normes de sécurité requises. Comme le gaz est un produit très dangereux, ça ne doit pas être en contact avec une source de chaleur. Donc on a des pare-flammes ici. En fait, ça étouffe la sortie de la fumée. Ça présente une source de danger au cas où le gaz est exposé à l'air libre. Non, on vérifie aussi les ceintures de sécurité. Les tout premiers contrôles. Sinon on passe sur des aspects en détail. Souvent même on se couche pour regarder en bas du camion s'il n'y a pas certains trucs qui peuvent entraver. Donc une fois ce contrôle est fait, si nous constatons que le camion présente les normes de sécurité qui exigent au risque avant d'entrer dans le centre, alors le chauffeur se déplace pour entrer maintenant dans le parc. Et c'est là-bas maintenant ceux qui sont chargés de contrôler le stock des bouteilles font maintenant leur calcul. Les présents sont bons. S'il envoie 300 bouteilles, les gens font des comparaisons avec ce qu'il a. Si le nombre est équivalent à ce qui est écrit, alors on donne l'ordre au cariste de décharger. Comme nous venons de le voir, la sécurité dans le transport des produits pétroliers reste importante à toutes les étapes. Abordons à présent la rubrique Pétrole News avec Hervé Quadio.
Hervé, quoi de neuf cette semaine? Eh bien, je vous propose de commencer d'abord par la Côte d'Ivoire. L'actualité nationale a été marquée cette semaine par deux faits majeurs. Tout d'abord, la publication des chiffres sur l'actualité pétrolière ivoirienne. Le ministère des Mines et de l'Énergie a mis à la disposition de la presse nationale les statistiques relatives à la production pétrolière ivoirienne. Le ministère des Mines et de l'Énergie a rendu public les chiffres sur la production pétrolière ivoirienne. Cette publication intervient au lendemain de la promesse faite par le chef de l'État de rendre public ces chiffres afin de mettre un terme à la spéculation sur la question. Et l'autre fait marquant de l'actualité nationale, c'est l'audience accordée ce jeudi par le Premier ministre, M. Guillaume Soro, qui recevait une délégation conduite par le directeur général de la Petroci. Au cours de ces échanges, il a été question du projet de construction de la deuxième raffinerie en Côte d'Ivoire, dont la pose de la première pierre est prévue pour le courant du mois de novembre. Et puis un mot sur le Nigeria. On a assisté cette semaine à un regain de violence dans le sud pétrolier. Des hommes en armes se sont attaqués dans la nuit du jeudi au vendredi à une compagnie pétrolière italienne. Et puis au Mexique, une fuite de pétrole sur une plateforme a causé ce mercredi la mort de 10 employés et plusieurs autres portés disparus. Les coûts du baril du pétrole sont montés à 92 $ cette semaine, Hervé. Oui, effectivement, précisément 92,22 $ à New York et 89,30 à Londres. Tels sont les nouveaux records enregistrés par le prix du baril de $2 sur le marché mondial. Après avoir franchi la barre des 90 $ en fin de semaine dernière, le baril de pétrole a encore cette semaine confirmé sa tendance à la hausse. Qu'est-ce qui explique donc cette flambée constante? Trois facteurs pourraient l'expliquer. En premier lieu, les tensions géopolitiques persistantes au Proche-Orient avec la menace turque d'attaquer les bases du PKK en Irak et les récentes sanctions décidées par l'administration américaine à l'endroit de l'Iran. Et puis, il y a également la baisse des stocks pétroliers aux États-Unis et puis, enfin, la faiblesse du dollar malmené en ce moment par l'euro sur le marché des changes. Bien, merci Hervé. Merci à toi aussi. Merci également à toi Olga. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. À la semaine prochaine pour un autre numéro de e-Pétrole. Au revoir.